je ne vous vois pas. Même chose que l'année dernière. Je vais commencer par évoquer brièvement la biographie de Dominique Bourg, qui est notre invité aujourd'hui. On peut tout d'abord retracer son parcours universitaire. Il est docteur de l'Université de Strasbourg, de l'École des hautes études en sciences sociales, titulaire d'une habilitation universitaire auprès de Lyon 3, et après avoir enseigné à l'Université technologique de Troyes et à l'Institut d'études politiques de Paris, il a été élu professeur ordinaire, bien qu'il ne le soit pas, à la faculté de géosciences de l'environnement de l'Université de Lausanne, dont il a également dirigé l'Institut de politique territoriale et d'environnement humain. Ces domaines de recherche, ces engagements scientifiques et politiques se trouvent situés sur les différents enjeux de la durabilité. Il a fait partie de la commission Coppens, qui a préparé une charte de l'environnement. Et il a, entre autres ouvrages, dirigé avec Alain Papot le dictionnaire de la pensée écologique. Il a publié également diverses œuvres, dont précisément Dévastation, la question du mal aujourd'hui, qui a été publiée en 2024 et qui a reçu, ne l'oublions pas, le prix Monthyon de philosophie et littérature de l'Académie française. Il dirige 2 collections chez PUF. Il a été président du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot jusqu'en 2019. Il a enseigné dans diverses universités étrangères, dont Louvain et Montréal. Et je finirai peut-être par rappeler son engagement politique aux élections européennes de 2019, en menant la liste Urgence écologique, selon laquelle, selon les Inrocks, proposait une politique écologique radicale et les mesures les plus drastiques, vous allez voir, comme l'impôt de solidarité écologique sur la fortune, oui, ce qui lui a valu sans doute le score qui donne la mesure parfaite de l'impact des problèmes éco-environnementaux sur la fraction de l'espèce humaine qu'on appelle électorat. Donc je vous prie de faire le meilleur accueil à un éco-terroriste expert. Bonjour Dominique Bourg. Bonjour Fabien, merci pour l'introduction. Alors, notre conversation va porter sur l'ouvrage Leçons des limites planétaires, qui est paru donc chez Actes Sud en septembre 2025. Et avant de commencer, j'ai envie de vous raconter une petite anecdote. Lorsque j'ai proposé d'inviter Dominique Bourg à cette édition, la remarque m'a été faite, mais votre invitation et ce livre ne cadrent pas avec le thème choisi. Ah, j'avais l'impression, quant à moi, que ça cadrait parfaitement. Mais on n'a pas tous les mêmes impressions. Donc, j'ai aussitôt pensé, même si je ne l'ai pas dit, que pour renaître, il faut quand même avoir conscience qu'on est à l'agonie, si possible. Et à défaut d'avoir fait des expériences de mort imminente, nous en parlions il n'y a pas longtemps, il faut pouvoir se représenter que cette mort peut être, sinon imminente, du moins proche. Et nous reconnaître mourant, ça ne signifie pas qu'on va mourir dans l'instant. Nous reconnaître mourant, ça signifie aussi être lucide et pouvoir envisager la façon dont nous pourrions renaître. Nous reconnaître mourant, ça voudrait dire aussi qu'on reconnaît que ce n'est pas d'une main extérieure, mais de notre propre main que nous mourons. Et c'est précisément de cette reconnaissance unanime que pourrait dépendre notre capacité collective à renaître. C'est ainsi pour moi que nous sommes tout à fait dans le thème, que c'est bel et bien le nœud du problème le plus ardu que nous avons à affronter, c'est de n'être pas unanimement sûr d'être à l'article de la mort. Nous allons le voir assez rapidement. Quelques mots sur ce livre, Leçons des limites planétaires. Il forme un diptyque dont le premier volet est scientifique, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le premier volet est confié à la plume de Catherine Richardson, qui synthétise les apports de dizaines de scientifiques appartenant à des institutions internationales de recherche diverses, qui ont eux-mêmes synthétisé des centaines d'articles et d'ouvrages. Évidemment,
ce nouveau référentiel pose des limites, les limites d'un système, de ce qu'il considère être un système, le système de notre planète. Et évidemment, c'est pas dans le bon sens. Ces limites planétaires cet article vont fournir la base de la réflexion qui va suivre et qui est à la plume de Dominique Bourg. Les équilibres du système Terre seraient si profondément altérés qu'aucune restauration pourrait n'être possible. C'est ce que nous enseignent ces limites planétaires. L'idée que toute transgression supplémentaire nous emmènerait vers un inconnu peut-être plus destructeur encore. Quelque chose comme une combinaison entre jusqu'où ne pas aller et, malheureusement, jusqu'où sommes-nous déjà allés. Le second volet du diptyque vous est confié, Dominique, et la tâche est considérable, à la fois de rendre plus aisément intelligibles aux profanes les avancées scientifiques, accuser suffisamment les inquiétudes du commun des mortels afin qu'il accepte de regarder en face les voies qui s'offrent à nous, les actions prudentielles ou restauratrices que nous aurions à mener, et pour évoquer ces leçons, évidemment, une série de questions à partager avec vous, tout en regardant pas trop intensément ce PowerPoint qui est seulement là pour aider tout le monde à bien se situer dans la réflexion. Vous commencez en fait les leçons que vous souhaitez tirer de ces limites planétaires par ce mot précisément, leçon. Que mettez-vous dans ce mot ? Eh bien, pour ce faire, je vais rappeler un petit peu l'objet de cette collection, puisque ce livre relève d'une collection qui était ouverte en mai, je crois, par les éditions Actes Sud. L'idée, c'est de rendre accessible au public le plus large possible, les éditeurs restent toujours très optimistes, des articles fondamentaux de la littérature récente en matière de sciences environnementales. Donc celui-là, il concerne, c'est le papier de Catherine Richardson et de ses co-auteurs, un papier qui a été publié en septembre 2023, donc c'est assez récent. Et à l'époque, ce papier était publié à l'occasion du franchissement de la 6e limite planétaire. Et il y en a une 7e, j'y reviendrai, concernant les océans, qui a été franchie. Donc là, on a les faits, les mécanismes qui sont en cause derrière ces faits et les dommages qui les accompagnent. Et pour ma part, l'idée, c'est qu'est-ce que je tire de ça ? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça pour la société ? C'est déjà la première question, mais pourquoi en sommes-nous là ? Quelles sont les causes directes des dégradations, et on va les détailler, des dégradations auxquelles nous sommes confrontés. Et si on prend au sérieux ces dégradations, en sortir, en tout cas commencer à s'en éloigner, ça imposerait quoi ? Et donc là, effectivement, j'ai tiré un certain nombre de leçons sur lesquelles on va revenir de ces limites planétaires. Donc on a vraiment le papier scientifique, et ensuite, qu'est-ce qu'on en tire pour la société ? Et précisément, vous les déclinez selon un certain nombre, évidemment liés, très fortement liés à la dégradation générale du système. 7 de ces limites ont donc bel et bien été transgressées, la 7e depuis le mois de juin dernier. Et vous commencez par la leçon démographique. Revenons peut-être pour commencer sur cette leçon démographique. Elle est assez éprouvante, elle douche directement le contentement que l'humanité pourrait avoir d'avoir vaincu un certain nombre de formes de mortalité qui régulaient néanmoins la croissance. Et nous empiétons par la démographie sur le système. Tout à fait, c'est la première cause en fait. Alors la première, pas forcément en importance, on va y revoir, mais en fait simplement nous sommes une espèce animale. Et nous vivons dans des écosystèmes en interdépendance avec d'autres espèces animales. Et ce qui caractérise toutes les espèces, sauf la nôtre, c'est une espèce de capacité de contrôle de l'écosystème sur le pullulement de chaque espèce. L'écosystème est ainsi fait qu'aucune espèce ne va pouvoir pulluler, en quelque sorte. La seule à connaître une démographie extrêmement ascendante, c'est la nôtre, parce que par nos techniques, on échappe à cette forme de contrôle
que les écosystèmes exercent sur leurs composantes. Et c'est assez simple à savoir. Par exemple, ce qui est à la base vraiment de la vie, si vous voulez, pour la vie terrestre, c'est les plantes. On parle de production primaire. Ensuite, après, vous avez des herbivores avec des tailles différentes, des petits carnivores, des gros carnivores. Et nous, on se situe avec les gros carnivores. On est vraiment au sommet de ce qu'on appelle la chaîne trophique, c'est-à-dire les degrés de nourriture des uns par les autres. Et déjà, simplement ça, si on est trop nombreux, on s'accapare une très grande partie de cette production primaire, un peu comme un enfant qui, dans une crèche, taperait sur les autres et les ferait partir. Et on reverra ça, on est vraiment très méchants. Vous allez voir que, franchement, on est même sans pitié avec nos petits camarades vivants. Et on peut prendre un autre exemple, l'eau. On va avoir, vous le savez, de plus en plus de problèmes d'eau. Évidemment, on est un peu plus de 8 milliards. Si on était 1 milliard, on n'aurait pas du tout les mêmes problèmes d'eau. Donc, ne serait-ce que déjà qu'avec cet aspect-là, vous vous rendez compte que, oui, forcément, si on devient de plus en plus nombreux, ça pose problème en termes de ressources, en termes de pression sur les écosystèmes. Mais alors, je vous dis tout de suite, ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a une chose qu'on ne contrôle pas, c'est précisément notre démographie. Et en fait, partout au monde aujourd'hui, on est dans une sorte de décrescendo, c'est-à-dire le taux de fécondité par femme. On pense que pour la Terre entière, il sera autour d'1,6 avant le mi-temps de ce siècle. En France, il doit être d'à peu près 1,6 d'ailleurs, je crois, mais dans les autres pays occidentaux, on est plutôt entre 1,4 et 1,2. Et la Corée est à 0,7 enfants par femme. Donc imaginez la dextérité de Salomon en Corée. Et donc ça descend très très vite. Donc c'est pas la peine d'oxyre vos voisins. Ça se fait tout seul, mes amis. Effectivement, vous donnez le sentiment que cette régulation démographique va se faire toute seule. Mais la décrue est lente, elle sera lente. Et le problème démographique est extrêmement délicat sous le rapport social et politique aussi, pas seulement sous le rapport quantitatif, puisque l'humanité, vous l'écrivez aussi, n'est pas homogène. Riches et pauvres n'ont pas le même impact. Tant qu'on regarde la démographie générale, le raisonnement vaut, mais il y a aussi derrière un questionnement social et politique dont vous pourriez peut-être nous dire quelques mots. Absolument. Alors, effectivement, la démographie, c'est très universel, c'est le nombre d'êtres humains. Et alors, si on se nourrissait comme autrefois, ce qui n'est pas le cas, vous pouvez manger des cerises ou des framboises à Noël, c'est un petit peu bizarre. Vous pouvez n'aimer que la viande d'Australie et boire que du vin californien. Alors là, attention les amis, quand vous allez vous nourrir, vous allez avoir des flux de carbone énormes. Mais si vous nourrissiez sur place, que vous soyez riche ou pauvre, alors évidemment vous pouvez vous faire percer la panse, mais en gros on est à peu près le même nombre de calories, si vous voulez, par jour. On a besoin de la même surface pour produire ces calories, on a besoin de la même surface pour produire son eau, régénérer son air, régénérer son eau. Donc voilà. Mais déjà, je vous l'ai dit, suivant la manière d'où vient votre nourriture, vous allez solliciter tout le système. Et vous le sollicitez par la chaîne du froid, par les transports, etc. Ce qui fait que c'est un petit peu plus compliqué que ce que je viens de dire. Mais cela dit, de façon générale, ce n'est pas évidemment une leçon très agréable à entendre. Plus on est riche, plus on détruit. Et tous autant que nous sommes dans cette salle, nous faisons partie des 10% les plus riches sur Terre. Et je vais arrondir un peu les chiffres, mais en gros, à nous seuls, ces 10%, et je vais prendre un indicateur qui est le dioxyde de carbone, le carbone, parce qu'en fait, encore aujourd'hui, si vous voulez, 80% de l'énergie primaire qu'on consomme au monde est carbonée, eh bien, les 10% les plus riches émettent à eux seuls 45% des émissions mondiales. Les 50% les plus pauvres, dont nous ne faisons pas partie, émettent seulement 15%. Et on va le voir, qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de cette planète? Parce que ça, c'est l'enjeu. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas d'aller chez son psychiatre à pied, ou pour les plus anciens d'entre vous, aller à Confesse à pied. Ça, les amis, ça laisse les écosystèmes indemnes.
Et on y reviendra. On y reviendra. Parce que précisément, vous venez déjà de l'introduire, le problème, le second problème de l'espèce, c'est pas seulement sa capacité à pulluler démographiquement et à évidemment détruire à proportion de sa quantité démographique, c'est aussi que l'espèce a un versant technique. Nous sommes une espèce technique. Et c'est la leçon quantitative qui nous y amène. Le volume de notre activité, le volume de notre consommation, que vous avez déjà évoqué avec notre consommation en fraises et en framboises à des moments indus de l'année, et selon des circuits qui ne le sont pas moins. Mais c'est donc bien le volume de nos activités, de notre consommation, qui est en passe de porter le système Terre et les espèces à l'agonie. La nôtre aussi. Absolument. Alors, si vous voulez, nous sommes une espèce, déjà assez particulière, vous l'avez compris, mais en plus, nous sommes, nous, une civilisation qui est très, très particulière. Et ça remonte très loin, ça remonte notamment à nos racines bibliques. Dans le livre de la Genèse, il est dit d'Adam, et je vous rappelle qu'Adam n'a pas à se nourrir, n'a pas à se loger, n'a pas à se vêtir. Le paradis terrestre est climatisé, les amis. Donc on peut y vivre tout nu sans problème. Eh bien, imaginez-vous qu'Adam travaille. Vous imaginez la perversion d'Adam. C'est pas étonnant que c'est mal tourné après, parce que c'était déjà mal parti au paradis, en quelque manière. Alors en fait, qu'est-ce qui détruit l'habitabilité de cette terre? On reviendra sur cette notion d'habitabilité, parce que c'est vraiment l'enjeu fondamental de toute cette affaire. Eh bien, si vous voulez, c'est la masse des objets qu'on produit, leurs composants. Par exemple, avec ce qu'on appelle la transition énergétique, on a besoin de mécanismes qui sont les plus économes possibles en termes de consommation d'électricité. Et pour ce faire, on a besoin de métaux semi-précieux, mais même simplement le cuivre. Le cuivre, aujourd'hui, on va le chercher, on va l'extraire, alors que vous n'avez que 0,4% de cuivre dans 100% de minerais. Donc vous imaginez ce qu'il faut excaver, ce qu'il faut traiter, simplement pour nos câbles en cuivre, sans lesquels, on avait essayé avec l'aluminium, ça met le feu aux immeubles, alors on a abandonné. Donc on produit trop d'objets, on aménage trop de surface, et on sollicite trop de services, lesquels, pour être rendus, nécessitent des infrastructures matérielles et énergétiques. Donc en fait, ça s'appelle, et je vous en supplie, vous ne répétez pas ça en sortant de cette salle, ça s'appelle la croissance. Ils savent déjà. J'imagine. L'année dernière, on a discuté. C'est un énorme gros mot. Alors on reviendra après ces questions-là, mais donc déjà le premier problème est effectivement éminemment quantitatif, c'était déjà un petit peu le cas avec la démographie, mais disons, on a surdéveloppé nos activités économiques. Et là, je vais vous prendre à témoin. Alors attention, les choses sont compliquées. N'oubliez pas qu'au XIXe siècle, on disait par exemple, le travailleur va à la fabrique comme la souris à la trappe. Pas très sympa. Ça voulait dire que dans les fabriques, c'était pas complètement sécure, les amis. Hein. Donc on a voulu s'arracher à cette pauvreté, et vous avez par exemple un grand économiste, John Stuart Mill, et philosophe d'ailleurs, au milieu du XIXe siècle en Angleterre, qui disait j'espère que les classes dirigeantes, n'oubliez pas, on est même vers 1840, j'espère que les classes dirigeantes, à un moment donné, comprendront qu'en économie, il doit y avoir un optimum, qu'il ne faut pas chercher le maximum. Donc John Stuart Mill, un des fondateurs de l'économie moderne, n'était pas du tout un croissantiste. Il pensait qu'à un moment donné, pour préserver justement déjà la Terre, il fallait s'arrêter. Ce n'est pas exactement ce qu'on a fait. Donc effectivement, on est parti dans une espèce de folie, de boulimie de consommation différente. On y reviendra. Il y a des racines spirituelles aussi à cette situation, ce qui fait qu'il est assez compliqué de la surmonter. Alors ça, c'est une des causes fondamentales qui nous amène à dégrader, si vous voulez, très rapidement la terre sur laquelle on vit, qui est notre niche. Et on y reviendra aussi. Il n'y en a pas d'autre, les amis.
si je vous suis bien du même coup, le technosolutionnisme que l'on nous propose à peu près tous les jours serait plus un problème qu'une véritable solution. Il viendrait aggraver encore notre capacité à produire, lui la légitimer de même. Qu'en pensez-vous? Alors absolument. Alors on va prendre un exemple qui n'est pas le moindre, parce que évidemment on peut mesurer le degré de développement d'une société en ayant un étalon produit par des économistes, qui est une espèce que j'adore sur cette terre. Eh bien, on va prendre la consommation d'énergie. Et là, on vous dit, mais c'est pas grave, les amis, on va décarboner l'énergie et on va résoudre tous nos problèmes. Alors ça, c'est une ânerie. Et c'est très facile à comprendre. Mais je vais donner différents exemples. Déjà, pour le comprendre, en fait, l'énergie, c'est ce qui nous rend en mesure de modifier les écosystèmes autour de nous. Et là, je me suis exprimé de façon très neutre. En général, quand on les modifie, on les détruit. Donc, qu'elles soient carbonées ou non, ça ne change pas grand-chose. Je vais prendre un très joli film qui concerne une rivière pas très loin d'ici, enfin, à quelques centaines de kilomètres, la Dour, dans les Pyrénées. Et il fait son film s'appelle La Rivière. Et il montre comment, si vous voulez, à partir des années 50, c'est les années à partir desquelles, à l'échelle de la Terre, on va faire croître l'extraction de pétrole de 7% par an. Et comme à l'époque, c'est essentiellement les pays anciennement industriels qui profitent de cette manne énergétique, en gros, c'est très proche de tout simplement de notre taux de croissance qui était à peu près de 5%. Il montre comment très vite ça détruit totalement la rivière. Déjà, premièrement, on a pu ponctionner beaucoup plus d'eau, donc le débit de la rivière a énormément diminué. Ensuite, évidemment, avec les premiers intrants agricoles, on a fait disparaître les écrevisses, alors pas les rouges, les américaines, mais les écrevisses indigènes. Et puis aujourd'hui, quand on retire un galet, quand on soulève un galet, moi quand j'étais gamin, quand je soulevais un galet, eh bien il y a toute une vie qui se disséminait à peine l'avais-je soulevé. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et puis quand vous avez le galet en main, vous apercevez qu'il est gluant. Il est en quelque sorte enrobé, emballé d'une espèce de pâte verte qui est le résultat des intrants dans la rivière. On a fait plein de barrages et donc du coup la compensation entre le creusement par le courant et le remplissement du creusement par les limons s'arrête parce qu'il y a des barrages. Si on tend une espèce de moustiquaire de nuit pour piéger les moustiques, on trouve que quelques insectes suicidaires après avoir arrosé de lumière le voile en question. Alors en plus, comme on est une espèce extrêmement intelligente, à l'embouchure du fleuve, on capte le maximum de saumon. Ensuite, on en paye pour les mettre à l'amont. Ça, c'est l'économie. C'est une science, ne l'oubliez jamais. Et donc, vous voyez bien que l'énergie détruit tout. Donc moi, les gens me disent, mais non, t'inquiète pas, on va tout solutionner avec la fusion nucléaire. Eh bien, je vous assure, les amis, que si j'étais un insecte, et si j'apprenais que les êtres humains ont appris à maîtriser la fusion nucléaire, je pars illico presto sur Mars. Parce que je sais que ma fin est proche. Donc, non, il faudrait qu'on arrive à un optimum. Évidemment, on ne va pas se mettre à quatre pattes à brouter dans les champs. En plus, en temps de sécheresse, on va crever de faim assez rapidement. Donc, non, mais il faudrait qu'on apprenne un optimum de richesse. Alors, la générosité, vous pouvez y aller. Hein. La sainteté, la générosité, il n'y a pas de cap. Hein. Il n'y a pas de plafond. Allez-y. Mais pour la quasi-totalité des choses, il faudrait trouver un optimum. C'est ce qu'avait pensé déjà John Stuart Mill au XIXe siècle. Donc voilà, ce sont nos activités, le support de nos activités, le contenu qui est très souvent chargé de matière. Même quand vous avez de l'électronique, vous avez toute une consommation d'énergie, une consommation de matériaux qui est très lourde derrière. Donc là, on détruit tout. Et on va le voir, on est vraiment en train à la fois de dégrader l'habitabilité de la Terre, mais même de réduire les surfaces où le séjour des hommes et des êtres humains est possible. Mais nous avons tout de même un problème. Vous avez bien
bien développé les contradictions dans lesquelles on se trouve, mais l'économie même, cette science et ces représentants dont vous êtes visiblement si proches. Ce sont mes grands amis. Ce sont vos grands amis. Mais il y en a de très bons aussi, quand même. Peuvent nous enseigner que nous n'avons pas de convergence sur une véritable alternative, une convergence collective. Aussi bien les travailleurs que les patrons d'entreprise, les financeurs, les économistes, les politiques convergent vers une volonté qui est plutôt contraire et qui découle clairement de la nécessité de produire pour consommer et maintenir ces fameux points de croissance qui doivent s'ajouter les uns aux autres. Et ce modèle convergent, c'est le modèle qui nous permet de vivre décemment, nous, les 10%, qui produisons, qui détruisons, mais qui n'avons visiblement pas d'autre horizon que celui-là. Alors manifestement, on a vraiment du mal à le penser. Et cela dit, c'est très, très compliqué. Déjà tout à l'heure, quand on a évoqué le problème de la démographie, eh bien, une descente démographique rapide dans une société, c'est un défi d'organisation dingue. C'est un défi pour nos retraites, etc. Donc c'est toute ça la difficulté. Si vous voulez, si c'était simple, s'il n'y avait pas d'obstacle, nous y serions déjà allés. Simplement, c'est très, très, très compliqué. Il faut prioriser, en quelque sorte, les difficultés. La première difficulté à traiter, bien évidemment, c'est de tout faire pour pouvoir continuer à vivre sur cette terre. D'autant qu'il n'y a pas d'alternative, et on y reviendra. Donc, effectivement, et une fois que vous avez acquis ce point, vous pouvez vous confronter aux autres difficultés. Mais tant que vous déniez ce point, eh bien c'est fini, vous allez vers la mort. Donc il faut éviter le danger le plus grand. Le danger évidemment le plus grand, c'est rendre cette planète inhabitable. Inhabitable. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui vient dans la leçon qualitative, qui est la leçon suivante que vous tirez de l'analyse des données de Catherine Richardson. Non seulement nous produisons trop, nous pullulons trop, nous produisons trop, mais nous produisons qualitativement d'une façon que la nature ne peut pas métaboliser convenablement. Absolument. Et ça, c'est un peu une surprise. D'ailleurs, en fait, on pourrait revenir au jeu des limites que vous avez sous les yeux. Si on avait dit à nos classiques, à Galilée, à Newton, à Descartes, qu'en se conformant aux lois de la nature, évidemment, on ne peut pas faire autrement, elles sont nécessaires au sens propre du terme, mais que l'on allait détruire, en fait, l'équilibre ce que vous avez, le vert que vous avez au cœur, c'est ce qu'on appelle l'Holocène. C'est une période qui a commencé à l'extrême fin du précédent âge glaciaire, après ce qu'on appelle le Trias récent. Et là, si on remonte là et si on fait s'arrêter cette période géologique, l'Holocène, aux années 50, parce que les années 50, c'est précisément le moment où nos activités économiques s'envolent et la démographie s'envole. On est 3 milliards en 2050, on est 6 en 1950, on est 6 en 2000, on est 8 maintenant, et d'aucuns s'attendent à ce qu'on soit 10 milliards au mi-temps du siècle, j'y crois pas. Dans les questions, on pourra l'envisager. Mais donc... si vous voulez, donc effectivement, les choses s'emballent de ce côté-là, et on est en train de détruire cet équilibre qui aura duré 11 700 ans, et durant toute la durée d'Homo sapiens, à peu près 350 000 ans, eh bien, si vous voulez, c'est la seule période, celle qui s'est ouverte à partir de ce moment-là, donc celle qu'on appelle l'Holocène, et que nous sommes en train de refermer aujourd'hui, c'est la seule qui a permis l'avènement, peut-être pas forcément l'avènement, mais en tout cas le développement de l'agriculture et surtout le développement de toutes les grandes civilisations, c'est-à-dire de toutes ces sociétés qui se sont fondées sur une façon d'affiner la division sociale du travail et de permettre des compétences plus pointues, nouvelles, etc. Donc c'est tout ce mouvement de civilisation, il était rendu possible parce qu'on était dans l'espace vert. Dans les conditions optimales de la vie. Voilà, dans les conditions optimales de la vie qui ont été très courtes, eu égard à la durée de l'espèce humaine sur cette terre. Et donc, nous sommes en train de tourner le dos à ça. Donc, effectivement, c'est très, très grave. On reviendra dans le détail. Alors maintenant, les difficultés qualitatives sont les suivantes. On va prendre un exemple. On va prendre les polymères, les plastiques. Sachez que chacun de nous, par semaine, ingère par son alimentation l'équivalent du poids d'une carte bancaire. Alors, ne mangez pas doublement, hein. Ça ne vous rend pas plus riche. Et c'est un Suisse qui vous dit, ça vous empoisonne, ce qui est tout à fait autre chose. Et donc, en fait, quel est le problème avec ces polymères, avec les plastiques ? Eh bien, nous, on a appris à faire des macromolécules de synthèse, et
par Lavoisier. Et donc on accroche une molécule à elle-même indéfiniment, ça donne des polymères. Quand la nature voit des plastiques, elle est stupéfiée. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fabriqué là? Je ne sais pas faire. Et effectivement, à la différence des macromolécules non de synthèse, mais naturelles, celles que la nature produit elle-même, là, elle sait les démonter, si j'ose dire. Elle sait les ramener à l'échelle atomique, ce qui fait que dans la nature, hors charbon et pétrole qui ont été rejetés en dehors de la biosphère, il n'y a pas de déchets. Tous les êtres vivants sont traités par différents organismes qui les ramènent à l'échelle atomique et ça repart dans le cycle de la vie. Pas nos plastiques. Nos plastiques, eux, se fragmentent. Et l'échelle atomique, c'est tout petit, les amis. Donc, alors, ces plastiques vont s'empiler, s'accumuler dans les différents milieux, les sols, l'air, l'eau, mais dans nos cellules. Et là, c'est beaucoup plus dangereux. C'est vraiment un énorme problème. Alors, pourquoi? Comment comprendre ça? Eh bien, manifestement, on ne produit pas nous-mêmes comme la nature produit. En fait, pour essayer de vous faire comprendre ça, je fais un petit écart philosophique assez rapide en m'appuyant sur une philosophie de la nature d'un de mes amis qui est un mathématicien et qui s'appelle Nicolas Boulot, qui est extrêmement puissante. Il suffit de comparer en puissance quelque chose, en 10 puissance quelque chose, le nombre d'atomes dans la matière visible de l'univers, c'est 5% de l'univers, c'est 10 puissance 80. Et vous avez toute la matière de l'univers. C'est pas mal, hein? Et si vous regardez, par exemple, on va prendre le premier chromosome humain, et si vous regardez vraiment, là pour le coup, les bases biochimiques du vivant, eh bien là vous avez 10 puissance 1 350 000. Donc en fait, si vous voulez, le combinatorium, c'est-à-dire l'ensemble combinatoire rendu possible par les bases chimiques du vivant, il est gigantissime. La vie est un peu plus récente que la planète, elle a 3,5 milliards d'années. En 3,5 milliards d'années, et puis plus encore les 500 derniers milliers d'années, où là vous avez des formes très diverses d'espèces qui ont vu le jour, à partir du Cambrien, il y a à peu près 500 millions d'années, eh bien tout ça, ce n'est qu'une infime partie de ce fameux combinatorium. La nature, et en plus elle a connu, comme vous le savez, 5 grandes extinctions avant celles que nous sommes en train de produire, et elle a appris une sorte de modus operandi, mais elle a pour malice de cacher, d'effacer plus exactement, sa façon de procéder. Mais elle a une façon de procéder. Ce n'est pas n'importe quelle molécule que la nature produit. Nous, quand on produit une molécule, le seul moyen qu'on a de savoir quels seront ses effets sur le vivant, c'est de l'y insérer. Et on ne se gêne pas, les amis, pour le faire. On a fait beaucoup de bêtises. Donc, même notre manière de produire eh bien, relève d'une nature alternative, qui n'est pas la nature de référence, et qui manifestement est incompatible avec la nature de référence. Donc on n'est plus à l'époque des Lules, on ne pousse plus simplement nature et être humain, mais on sait qu'on va devoir faire évoluer aussi, et ça ne va pas se faire en 10 ans, nos modes de produire. Par exemple, un jeune biologiste comme Olivier Amand va opposer la performance à la robustesse. On va parler de low-tech, etc. Donc non seulement on a des problèmes quantitatifs, mais on a aussi des problèmes qualitatifs qui seront peut-être probablement plus durs encore à surmonter. Eh bien, ce que j'entends finalement dans ce que vous avez appelé votre digression philosophique, c'est qu'il s'agit d'évoquer l'inadéquation essentielle de nos modes de connaissance à ce qui est à connaître. Et nous devrions finalement, paradoxe d'une espèce très, très, très orgueilleuse de son talent intellectuel, en rabattre aussi de ce côté-là. Mais passons à la leçon normative que vous tirez, qui est la leçon suivante. Vous évoquez plusieurs types de relations à la nature et vous commencez par la réduction de la relation à la nature que nous avons opérée dans notre modernité technique. Nous sommes seulement capables de vivre de la nature, de la concevoir comme un stock de ressources exploitables ad libitum, je vous cite. Cette restriction de notre relation à la nature étant évidemment marquée au sceau de la prévalence du prisme économique.
vous proposez donc dans cette leçon normative de rouvrir l'éventail de nos relations à la nature, être capable de vivre dans, de vivre avec, et nous le verrons plus tard, de vivre, parce que vous le développez dans la dernière des leçons que vous tirez, vivre en tant que nature, et c'est probablement la plus complexe. En abordant la question du vivre avec, vous évoquez l'affaiblissement même de nos chances de vie, à force de séparation d'avec la nature. Quelles en seraient les formes et les causes pour vous ? Oui, alors là, j'emprunte la nomenclature de l'IPBES. L'IPBES, c'est International Panel, enfin bon, voilà, sur les services écosystémiques et la biodiversité. C'est l'équivalent pour le vivant du GIEC, la IPCC pour le climat. Et donc, eux, effectivement, distinguent trois manières de vivre avec la nature qu'on va trouver dans toutes les sociétés. Vivre d'eux, donc on en tire des ressources, vivre dans un écosystème, vivre avec des êtres non humains, des espèces non humaines, et vivre en tant que nature, c'est-à-dire s'identifier à un tout qu'est la nature, auquel on appartient, est très important, qui nous obligerait. Alors, nous, et ça se décide, si vous voulez, avec l'avènement de la science moderne, avec un arrière-plan aussi théologique derrière. En fait, si vous voulez, on avait une idée tellement exigeante de Dieu. Dieu est tellement transcendant, tellement supérieur, qu'avec la nature, il a tout aspiré. Et il n'en est resté, les amis, qu'un tas de cailloux. C'est pourquoi, par exemple, Descartes vous parle d'animaux-machines. Et en fait, il est victime, et ça, vous ne le répétez pas surtout. Vous le répétez partout. Il était victime du syndrome de Noé. Parce que Noé, dans son arche, il emmagasine des herbivores et il oublie d'emmener de l'herbe. Un peu de foin, mais pas de plantes. Et Descartes n'a même pas parlé de plantes, machines, mais évidemment, il aurait dû aussi le faire. Donc, en fait, on s'est mis dans la tête que la nature, c'était un tas de cailloux. J'exagère à peine. Et que donc, nous étions extérieurs. Et donc, un tas de cailloux, évidemment, c'est pas un tout auquel vous allez vous identifier. Qui s'identifie ici à un tas de cailloux ? J'ai un bon psychiatre ou une bonne psychiatre, si vous répondez oui. Donc, on s'est d'emblée imaginé comme complètement étranger à cette nature, et puisque c'était qu'un tas de cailloux qui valait rien, il fallait le transformer en valeur économique. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Alors effectivement, dans toutes les autres civilisations, et je vais vous donner quelques exemples, comment dire, au contraire, ces 4 modalités de relation à la nature, elles s'assortissent toujours de normes. Et on ne fait pas n'importe quoi. Je vais vous donner quelques exemples. Mais vous allez dire, oh là là, ça c'est un philosophe, il faut qu'il écoute les économistes, les normes, fini. Dérégulation. Dérégulation totale. Ok, vas-y, je te mets dans un avion, je supprime tous les couloirs aériens et tout code de la navigation. Adieu. Je suis certain de ne jamais te revoir. Je peux faire la même chose à Paris, je supprime tous les feux rouges, tout le code de la route, et je vous demande de me rejoindre à l'extrémité de la ville. Avec un rire sardonique et sarcastique. Bon, donc non, et je vais vous donner quelques exemples. Je vais prendre un Haka. Les Haka, c'est une des peuplades, un peuple pygmée qui vit dans la forêt primaire congolaise. Vous le savez, ça a défrayé la chronique ces dernières décennies. Il y a eu des problèmes énormes avec Ebola. Or, les zones refuges d'Ebola, c'est dans la forêt primaire congolaise. Les Haka vivent dans cette forêt primaire depuis des milliers d'années. Ils n'ont jamais contracté Ebola. Ceux qui contractent Ebola, ce sont des Bantous occidentalisés. Alors nous, on le ferait très facilement. Ils ont plusieurs règles. La première de ces règles, c'est que... Alors je vais devoir un peu expliquer parce qu'elle paraît simple comme ça, mais elle n'est pas si simple que ça. Mais jamais un chasseur Haka ne va manger la viande qu'il tue. Mais ça, c'est tous les peuples premiers. Parce qu'on imagine que ceux qu'on tue sont comme nos cousins, on est animistes, et donc on va faire manger par d'autres. Comme ça, les esprits de ceux que vous avez chassés ne vont pas se venger et vous continuerez à faire la chasse. Mais là, même pas. Il ne va même pas donner à manger la viande d'un animal qu'il n'aurait pas chassé. Même s'il trouve sur son chemin un animal fraîchement mort, un bantou, lui, va le prendre, va le vendre au marché
Un haka, jamais. Je ne fais manger à autrui que la chair d'un animal dont j'ai pu vérifier, en l'observant, qu'il était sain. Pas bête, les hakas. Et attendez, il y a mieux que ça encore. En fait, nous nous sommes aperçus que ce qu'ils considèrent comme bois sacrés, donc dans lesquels ils ne vont jamais, ce sont les réserves d'Ebola. Il y en a beaucoup dans la tête d'un haka, contrairement à ce qu'un missionnaire local aurait pu croire. C'est vraiment très important. Alors, on va pas, comment ils savent ça et tout, on ne va pas parler de ça. Mais, si vous voulez, nous, on s'est abstrait, on s'est extrait de toutes les normes et on s'est arrangé, par exemple, si vous prenez une ville moderne et si vous la comparez à une ville médiévale, ben évidemment, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas d'herbicides, il y a de l'air partout, les poules sont dans les appartements, dans la rue, il y a des cochons, à l'église, on y va à cheval. Bon. Donc en fait, une ville médiévale, c'est des petits morceaux d'artifice dans un écrin de nature. Imaginez ici, dans cette salle, et on remet la lumière, il y a un moustique tigre. Imaginez l'affolement dans la salle. Et il y en a certains et certaines parmi vous qui font preuve d'une dextérité extraordinaire pour l'oxyre rapidement. Il n'a pas droit de cité dans une cité. Et donc nos cités à nous, c'est un écrin d'artifice avec des petits morceaux de nature qu'on tolère. Bon, voyez. Et puis alors, vivre avec d'autres espèces, non mais ça va pas la tête. Non mais vous rigolez. Et donc du coup, par exemple, c'est ça qui est la cause des maladies atopiques. C'est grave les maladies atopiques, c'est des dermatites, par exemple de l'eczéma, ce sont des maladies respiratoires, ça va du rhume des foins à l'asthme. C'est 31% de la population qui connaît ces pathologies et qui ont tendance à devenir de plus en plus graves. Or, nous n'avons plus aucun doute à ce sujet, ces pathologies sont des pathologies de séparatisme humain. C'est parce qu'on ne peut pas vivre avec les autres, ils puent, ils sont méchants, dehors. Ça nous rend malades. Donc vous voyez bien qu'il y a un optimum à nouveau à retrouver. On ne va pas attirer les moustiques tigres dans son appartement, évidemment pas. Par exemple, les Indonésiens, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils mettent du riz à droite et à gauche de la porte. Et les fourmis, elles ont à manger sans entrer dans la maison. Mais on pense aux fourmis. On ne leur dit pas, excusez de la grossièreté, va te faire voir. On les nourrit de telle sorte qu'on vive en bonne harmonie avec elles, ce qui est tout à fait autre chose. Donc effectivement, on doit réinvestir, et nous, on ne peut pas le faire différemment qu'avec des savoirs. Et justement, on a ces savoirs, on sait comment nous devrions faire avec les autres espèces, avec les écosystèmes, pour arrêter de les détruire. Du coup, vous pensez à l'appui ou à l'autorité que pourrait donner le droit, de façon à pouvoir réinsérer nos activités dans ce fameux cercle d'obligations, dans ces nouvelles règles à fonder. Mais j'ai quand même une crainte vis-à-vis du droit. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il soit un peu comme toujours dans l'histoire, le greffier des pouvoirs ? Alors justement, là, le problème, c'est que la nature se serait un peu emparée du pouvoir, hein, dans mon univers rêvé. On en est très loin aujourd'hui. Mais non, les droits de la nature, je vais vous exprimer comme ça. Alors, je vous donnerai un exemple, après, pas très loin d'ici, enfin pas très loin d'ici, dans le pays d'à côté, mais au sud du pays d'à côté. Ça fait quand même quelques centaines de kilomètres. Mais je vais prendre l'exemple de la forêt. Nous autres modernes, alors déjà, si vous voulez, l'esprit du forestier, on a déjà ça au 19e siècle, les forestiers humains se sont mis en tête que sans eux, il n'y avait pas de forêt. Attendez, les forêts ont 200 millions d'années et nous, on a juste 3. Restons modestes. Oui, restons modestes, c'est complètement ridicule. Et puis, nous appelons forêt ce qui n'en est pas. Nous appelons forêt des antiforêts. C'est-à-dire des collections d'arbres de la même essence, du même âge, destinés tous ensemble à une coupe rase et claire tous les X années. Ce qui fait qu'en fait, on est très méchant avec les arbres. On les abat quand ils sont ados. On refuse aux arbres qu'ils deviennent adultes. Alors, ça serait quoi un droit forestier de la nature? Eh bien, ça serait un droit qui permettrait à une forêt de devenir une vraie forêt. Alors, rassurez-vous, elle sait faire ça toute seule.
elles n'ont pas besoin de nous. Et effectivement, elles multiplient les essences. Vous avez des arbres d'âge, de circonférence, d'essence très différents. Une forêt, ce n'est pas simplement les arbres, c'est le sol, c'est la faune. C'est pourquoi on pense qu'une forêt minimale, à condition qu'elle soit reliée à d'autres, c'est 50 000 hectares. Parce que là, vous avez une diversité du vivant suffisante. Une forêt, ça n'existe pas sans une lisière. Ça n'existe pas sans des liens avec les autres écosystèmes. C'est une vie du sol extrêmement abondante. Et ce qu'on a découvert il y a peu de temps, c'est que les forêts font pleuvoir. Elles restituent plus de la moitié de l'eau qu'elles reçoivent et elles produisent, avec la photosynthèse, de l'eau. Donc un droit forestier, ça serait un droit qui autoriserait la forêt à se développer. Évidemment, on a le droit aussi de prélever des ressources, mais là, il faudrait qu'on prélève des ressources sur la rente et non plus en détruisant le capital, ce qui est très différent. Mais vous avez dans le pays voisin, en Espagne, vous avez la première expérience hard et assez complexe de droit à la nature. On a donné la personnalité de droit à une lagune, la lagune de Mar Menor, au sud de l'Espagne. Et on ne s'est pas contenté d'affirmer la personnalité juridique de cette lagune. On a sorti cette reconnaissance d'un mode de gouvernance assez complexe où vous avez à la fois ceux qui en vivent économiquement, ceux qui la protègent, les citoyens de manière générale dans leurs associations, et les scientifiques, qui sont comme les interprètes de la santé de la lagune. Et ça même, Vox évidemment a voulu supprimer ça, et évidemment, et comme vous le savez, ils sont hyper intelligents ces gens. C'est sur leur territoire en plus. Voilà, alors c'est en plein sur leur territoire, et en fait, ça avait été voté par les deux chambres, et le Conseil constitutionnel espagnol a validé cette loi. C'est le premier droit consistant de la nature en Europe. Et on voit bien que cette dynamique, elle se répand dans le monde entier. Ce qui peut nous amener finalement à la dernière leçon que vous tirez, la leçon spirituelle. Vous proposez que nous la tirions tous ensemble, et cette leçon est quand même à la fois complexe et ce sera probablement la condition sine qua non d'une renaissance possible, puisque c'est celle qui tient à vivre en tant que nature. Vous aviez gardé cet élément pour la fin, et vous voyez dans cette possibilité de vivre en tant que nature la possibilité de créer un teuf culturel, mais peut-être l'avez-vous déjà évoqué avec cette combinaison d'acteurs qui ont réussi à porter la loi pour la lagune de la Mar Menor, mais ce teuf culturel qu'il faudrait constituer collectivement pour que nous puissions dépasser, malgré tout, tous les éléments sinistres qui nous restent. Notre humanité est quand même bien poussée par sa pulsion de domination, utilitarianisme, néolibéralisme, libertarianisme à tronçonneuse thermique, masculinisme, archéo et néofascisme. Tout va ensemble là, pour le moment. C'est une très bonne soupe. Ça fait un joli décor, mais est-ce qu'on voit ce teuf culturel qui pourrait être celui du vivre en tant que nature et qui pourrait être notre condition de renaissance? Alors, je vais essayer de le dessiner un petit peu, en tout cas, d'en dessiner le premier mouvement. Mais déjà, toutes les conséquences de ce qu'on vient de dire, c'est qu'on ne peut s'en sortir que si on renature. Et ça, c'est par exemple ce qui a été décidé à la conférence de CUNY de Montréal, c'est mars 2023, où on a décidé que 30% des terres végétalisables devaient être en fait restituées à la nature en libre évolution, c'est-à-dire être placées sous protection forte. Alors en France, on a fait un pas de géant, on en est à 0,06%. Mais les Allemands sont déjà par exemple à 2%. Je ferme la parenthèse. En fait, je vais, pour vous introduire à cette idée-là, je vais repartir d'une façon de définir la spiritualité. En fait, notre enjeu est spirituel et le vise as nature, en tant que nature, c'est vraiment une question spirituelle. Alors, je ne vous invite pas à aller à la messe, c'est pas du tout ça. Ce que j'entends par spiritualité, c'est le fait qu'il n'y ait pas de société qui ne propose aux individus qui la composent un mode de réalisation de soi, un mode de réalisation de sa propre humanité,
Et regardez, dans toute société, vous allez le trouver. Je vais vous donner quelques exemples pour que ça soit moins abstrait. Si vous lisez l'Iliade, et si vous êtes intéressé au personnage d'Achille, c'est assez sommaire. Lui, se développer, c'est casser la gueule à Hector sous les murs de Troie. Je ne pense pas qu'en l'imitant, vous allez sauver la planète. Hein. Bon, ok, c'est sommaire. Vous allez voir, un siècle et demi après, ou 2 siècles après, chez Aristote, ou même 3, chez Aristote, c'est déjà beaucoup plus développé. Pour Aristote, c'est quoi développer son humanité? Eh bien, c'est développer ce qui appartient en propre, ce qui est proprement humain, chez l'animal humain. Donc, c'est développer les aspects théoriques, spéculatifs de la raison par les sciences et la philosophie. C'est la même chose pour les anciens. C'est développer la partie action, la partie pratique, praxis de la raison en participant à la vie de la cité. Je ne suis pas sûr que si vous allez au Parlement aujourd'hui, que ça développe votre rationalité. Mais enfin bon, c'est autre chose. Et ensuite, c'est mettre en forme sa sensibilité par les arts. C'est magnifique. Alors moi, je vais vous faire un aveu. Je suis un aristotélicien sommaire. C'est quand même pas mal son affaire. Mais enfin bon, si vous allez regarder du côté du christianisme, c'est le salut. Pensez à la Pau médiévale, le nombre d'églises, de couvents que vous deviez avoir. Et toute l'économie était orientée vers le salut. L'islam, c'est pareil. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais vous, tout ça, c'est des choses religieuses. Moi, attendez, je fais partie du cercle Condorcet. Non, moi, je ne fais pas de religion. C'est pas grave, les amis. Vous avez dans toute société, quelle qu'elle soit, cette façon de désigner un mode de réalisation de soi. Si vous allez regarder la Russie stalinienne, Stakhanov est éminemment spirituel. C'est-à-dire qu'il contribue à la création de l'homme nouveau en charriant un maximum de tonnes de charbon à la semaine. Vous faites partie de la Tchéka. Un Achille moderne. Ah bah oui, mais alors, à la Tchéka, c'était un Achille en masse, là. Hein. Bon, ok. Et vous allez me dire, mais aujourd'hui, vous rigolez, il n'y a pas plus spirituel que nous. Alors, de drôle de manière, hein, quand même, les amis. Nous, c'est le consumérisme. Si je vous donne le versant, disons, machiste, masculiniste, assez raide, bon, on ne poursuivra pas la métaphore, eh bien, c'est avoir un bon statut que vous allez exprimer par la possession, imaginez déjà, hein, la possession d'une jolie femme, d'une jolie maison, de jolis enfants, d'une jolie piscine, d'une jolie bagnole, d'un bel iPhone, etc. Et là, vous êtes le plus spirituel qui soit. Alors évidemment, elle est un peu bizarre, cette spiritualité, je suis d'accord avec vous, mais c'est celle que nous avons construite. Et évidemment, tant qu'on reste sur cette spiritualité, on n'arrivera pas à changer de monde. Et toute la difficulté, c'est qu'on ne décide pas d'un claquement de doigts de changer de spiritualité. Alors, je vous rassure, il y a déjà des choses dans la société. Moi, je vois par exemple mes enfants, je les ai eus tard, donc ils ont entre 25 et 30 ans, ils ne sont pas très consommation. D'ailleurs, au grand désespoir de leur maman. Parce que, qu'est-ce que vous voulez comme cadeau de Noël? Rien. Ça, c'est terrible pour la maman. Alors, le papa, je ne vous dis pas, mais pour d'autres raisons. Bon, et c'est ça qu'on doit arriver à changer. Et on voit bien qu'il y a des petits morceaux dans la société d'aujourd'hui qui nous montrent déjà une autre manière. Ça existe déjà. Mais c'est encore dans les marges. Évidemment, si vous regardez CNews, vous ne verrez pas beaucoup, et je suis même très très généreux, des éléments d'une spiritualité nouvelle. Là, vous avez plutôt celle du gros con. Enfin bon, je n'ai rien dit. Donc voilà. Voilà où on en est.